Salut à tous, aujourd'hui on va parler de ce petit moniteur enregistreur de chez Blackmagic. Blackmagic qui est très connu pour ses caméras ciné vraiment très accessibles et aussi pour son logiciel de montage DaVinci Resolve qui est en train de devenir la référence. Mais ce que les gens ne savent pas vraiment, enfin en tout cas pas beaucoup, c'est que Blackmagic en fait il propose vraiment beaucoup de produits, que ça soit pour équiper des régies, des studios de montage et aussi plein d'accessoires caméra, notamment les moniteurs. Et je comprends vraiment pas pourquoi j'ai pas plus entendu ce moniteur, parce que c'est vraiment une pépite. Aujourd'hui, la marque vraiment leader sur le marché des moniteurs, c'est Atomos. Et leur modèle phare, c'est le Ninja 5. D'ailleurs, ils ont sorti pas mal de mises à jour produits. Enfin, ils ont sorti des nouveaux modèles ces derniers temps qui sont plutôt intéressants. Et bref, c'est un moniteur de type enregistreur. C'est-à-dire qu'on a la possibilité d'enregistrer sur des SSD externes à la caméra pour pouvoir enregistrer dans des fichiers beaucoup plus volumineux que l'on ne peut pas faire en interne. Bref, j'ai pu essayer le Ninja 5 et franchement, même si c'est un bon modèle, vraiment, il y a pas mal de choses qui sont très intéressantes. On a la possibilité de greffer des modules externes au moniteur pour pouvoir faire plein de choses. Enfin bref, j'ai pas été plus séduit que ça. Il y a pas mal de choses qui m'ont un petit peu déçu. Et c'est vrai que sur ce moniteur là, j'ai trouvé ça vraiment génial. Sur les Blackmagic Video Assist, tu vas avoir deux grandes gammes. Tu vas avoir les 5 pouces, c'est celui que j'ai, et puis tu vas avoir les 7 pouces. C'est des modèles qui sont vraiment beaucoup plus grands. Moi, j'ai choisi d'avoir le plus compact. Et puis après, on a une deuxième segmentation. Tu peux choisir les modèles 3G ou 12G. C'est exactement le même moniteur à quelques détails près. Déjà, au niveau de l'écran, on va avoir une différence de luminosité. Sur les modèles 3G, on va être sur 300 nits de luminosité et sur les modèles 12G, on va être sur 2000 nits. Donc c'est vraiment une grosse différence parce qu'en extérieur, c'est vrai que 300 nits, c'est vraiment limite. Et en termes de qualité de retour, on a également une différence puisque sur le 12G, on est sur de l'HDR. Enfin bref, on va avoir une meilleure qualité de retour, notamment d'espace colorimétrique et de représentation des couleurs. Maintenant, même si les modèles 3G sont capables d'enregistrer en externe, ça sera vraiment sur les modèles 12G où tu auras le plus de possibilités, puisqu'ils introduisent la possibilité de enregistrer en RAW 12 bits via le port USB-C, donc sur SSD. Et ça, ce port USB-C, c'est un très gros plus puisque ça va permettre d'utiliser n'importe quel SSD suffisamment rapide. Donc voilà, les Samsung T5, on va en reparler. Alors après, tout ce qui est RAW, bien sûr, il faut que ta caméra soit compatible, donc il faut que ta caméra puisse sortir du RAW et soit compatible avec le Blackmagic RAW, puisque attention, sur les caméras Sony, on ne peut pas enregistrer pour le moment en Blackmagic RAW, mais uniquement en ProRes RAW. Donc ça sera avec les Atomos. Ça, c'est vraiment un truc qui est super chiant, s'il vous plaît Sony, je sais pas, je pense pas qu'ils regarderont la vidéo, mais débloquer le Blackmagic RAW, je sais pas, tous les constructeurs se sont mis à faire la même chose, à débloquer la mise à jour. Il n'y a que Sony entre guillemets qui bloque la possibilité du Blackmagic RAW. Donc en définitive, pour la plupart des utilisations, le modèle 3G va suffire et sinon il faudra rajouter 250 € et là-dessus tu auras le maximum que tu puisses faire sur les moniteurs Blackmagic. Perso, tu l'as vu, j'ai choisi le 5 pouces en modèle 12G pour avoir pareil le maximum de possibilités en termes d'enregistrement, même si je ne peux pas sortir de RAW pour le moment. J'espère que ça va arriver avec ma FX30 ou mon A7 IV. Par contre, bien sûr, tu peux enregistrer avec ta caméra Sony en ProRes là-dessus, il n'y a pas de souci, mais ça ne sera pas du RAW. Allez, c'est parti, regardons ça de plus près. Alors, le moniteur, déjà, c'est remarquable, il est sur un châssis entièrement en aluminium, donc ça, c'est vraiment parfait. Par contre, l'arrière est en plastique, voilà, et on va avoir toutes les petites ventilations en haut et à l'arrière. Je ne sais pas s'il est tropicalisé. Pour moi, il n'est pas tropicalisé, donc il faut faire attention parce qu'on a quand même toutes les grilles et puis toutes les connectiques qui sont apparentes. On va avoir 3 pas de vis Kodak en haut et en bas, donc ça, c'est vraiment parfait en termes de possibilités de montage. Il y a tout ce qu'il faut. Pour ce qui est de l'alimentation, ça se fera avec 2 batteries NPF. Alors, tu peux très bien en utiliser que une, soit sur le slot 1 ou 2. Enfin, voilà, l'intérêt, il est vraiment que tu peux swipe les batteries une après l'autre sans avoir à éteindre le moniteur. Et si jamais tu as besoin de plus, bien sûr, tu peux brancher le moniteur en 12 volts. On a la prise secteur qui est fournie avec le pas de vis pour sécuriser tout ça. Voilà, ça fonctionne très bien. Pour terminer, à l'arrière justement, on va avoir la petite LED Tally, je te l'allume pour que tu puisses voir. Alors ça, c'est une LED d'indication d'enregistrement. Voilà, donc pour les personnes qui sont devant la caméra, ça leur indique que ça enregistre bien. Par contre, tu peux régler la luminosité et aussi désactiver, voilà, c'est tout à fait possible. On continue, juste au-dessus, on va avoir un slot SD, donc ça c'est super pratique, compatible UHS 2. Pour les fichiers les plus lourds, tu enregistres sur SSD. Et sinon, si tu veux avoir une config beaucoup plus compacte et enregistrer sur des fichiers qui sont beaucoup moins conséquents, carte SD. Voilà, ça fonctionne très bien. Le jack pour le casque, monitorer le son. On va avoir le petit bouton on-off. Alors ça, c'est un défaut et un avantage. Il est plutôt petit. Donc voilà, au moins, on ne clique pas par erreur. Mais par contre, voilà, il faut, si on a des gants, c'est un petit peu compliqué. De l'autre côté, en termes d'entrée-sortie, on va avoir de l'HDMI in et out, du Full
full HDMI, donc ça c'est parfait. Mais ce n'est pas tout, on a aussi de l'SDI et ça devient plutôt rare, hein. Il me semble qu'il y a même, je ne sais pas, hein, dites-moi si je dis des bêtises, il n'y a pas d'enregistreur qui sans module externe est capable de faire à la fois de l'HDMI et du SDI in et out. Par contre on est sur du mini SDI. Alors attention, te fais pas avoir, moi j'ai essayé d'acheter sur AliExpress des câbles mini SDI, mais par contre ça ne marche pas. Il faut vraiment des câbles mini SDI BNC et ça il me semble qu'il n'y a que Blackmagic qui les produit ou certaines marques, et là pour le coup on est vraiment sur des câbles à 30-40 euros. Donc voilà, te fais pas avoir, si tu as un câble à 10 euros, je pense que ça doit pas être ça parce que j'ai cherché pendant longtemps et franchement il n'y a que certaines marques qui le font, c'est plutôt cher. Sur le dessous justement on va avoir le port USB-C pour pouvoir faire les mises à jour, pour enregistrer sur SSD. Le truc qui est un petit peu relou, c'est que le port il est vraiment sur le dessous et puis bien au milieu. Donc si tu veux brancher ton SSD, soit tu te visses sur le côté ou sinon tu retournes le moniteur à l'envers. Voilà, c'est un petit peu dommage. Ça aurait été cool s'ils auraient pu le décaler un peu plus, voire même le mettre sur le côté. Mais enfin bon, c'est comme ça. Et puis on a aussi la possibilité, si on branche le moniteur à un ordinateur, eh bien le flux vidéo sera détecté comme une webcam. Donc voilà, ça peut être aussi assez pratique. Et quand on est en extérieur, j'ai pas détecté de surchauffe. Blackmagic annonce que si jamais le moniteur commence à chauffer, eh bien il va adapter automatiquement la luminosité de l'écran. Voilà, il va baisser la luminosité de manière à pas surchauffer. Pour tout ce qui est menu et interface, c'est le gros avantage de Blackmagic, je trouve, c'est qu'ils sont très forts là-dessus. Voilà, on va voir ça, les menus, ils sont vraiment très simples. Même chose, on va le voir pour tout ce qui est assistance de prise de vue. Et ben en fait c'est la même chose que ce que l'on retrouve sur DaVinci Resolve. On va le voir, les scopes ils sont quasiment pareils que sur DaVinci Resolve, ils sont vraiment super lisibles, tu vas voir ça, ils sont très précis, donc ça c'est vraiment un gros plus. Alors voilà comment ça se passe en termes d'interface. On va commencer par le dessous. On va avoir pour commencer un petit histogramme en RVB, toutes les commandes. On va avoir tout ce qui est rec, voilà, donc je peux enregistrer directement ici et puis j'arrête l'enregistrement. Si je veux regarder mes clips, ça c'est vraiment trop bien, puisque en fait on peut, ça va lire comme si c'était une timeline. Donc tu vois là on a un petit cut, alors tu vas pas le voir à la cam, mais on a juste un petit trait noir. Et donc en fait ça indique chaque clip. Donc voilà, tu peux vraiment te naviguer dans tous les clips que tu as fait, voilà, vraiment tous les cuts comme si c'était une timeline. Et ça c'est vrai que c'est un gros plus, ça évite à chaque fois de d'appuyer sur un bouton, d'attendre que ça charge pour passer à la vidéo suivante. Là c'est cool et puis c'est hyper fluide. On a tout ce qui est enregistrement, les slots, donc tu vois on a slot 1 et 2. Alors ça, le slot 1 c'est par exemple pour la carte SD et puis le 2 ça va être pour le SSD. Enfin voilà, tu as deux emplacements possibles. Puis quand tu connectes un SSD, tu peux contrôler tout ce qui est média. Voilà, je l'ai connecté et puis directement ça s'affiche. Et ce qui est grisé, eh bien c'est les disques qui sont disponibles mais ça va pas enregistrer dessus. Là on peut voir que c'est en bleu, ça veut dire que ça va enregistrer en l'occurrence sur la carte SD. Et puis je peux bien sûr switch de disque, hop là ça va enregistrer sur le SSD, tu vois ça s'est mis en bleu. Ensuite tu peux bien sûr formater tout ce qui est carte, donc là ça te met directement le nombre des clips qui sont sur la carte, le format, combien de temps on peut enregistrer et puis le stockage. Quand tu veux formater un truc, hop tu cliques, tu fais formater, tu peux renommer le format et puis après tu fais formater et puis tu maintiens pendant 3 secondes. On va avoir le vumètre jusqu'à 4 channels si je dis pas de bêtises, et quand on clique dessus voilà, tu peux régler le niveau du haut-parleur, donc voilà le niveau du haut-parleur qui est là, ou également le niveau du casque. Sur le dessus, quand on clique juste là, on va avoir déjà quelques assistances, déjà tout ce qui est zébra, et puis tu peux régler le niveau d'intensité de ton zébra. On a le picking, pareil, tu actives ou non. On va avoir aussi tout ce qui est ratio. Donc là, hop, tu actives. Et puis, tu vois, là, on est en 2 pour 1. Et puis voilà, tu as plein de ratios. On a les false colors qui sont juste là. Alors pareil, c'est vraiment très lisible, exactement comme sur les caméras Blackmagic ou DaVinci Resolve. Le codec, donc là on peut voir que si j'enregistre ça va être en ProRes Proxy. Si je clique dessus, hop, j'accède dans les menus et puis là tu vois, je vais avoir toutes mes possibilités d'enregistrement. On va avoir le format que je reçois, donc ça c'est vraiment ce que je reçois par la prise HDMI. Donc là on peut voir que je reçois de la 4K50. Tout ce qui est timecode, alors là pareil, tu vas avoir plein de possibilités dans les menus. Est-ce que tu te mets en rec run, en free run, est-ce que tu veux synchroniser sur le boîtier, enfin voilà, tu vas avoir plein de possibilités. Là on a les indicateurs de batterie, donc là on peut voir d'ailleurs qu'on a une batterie qui est passée dans le rouge à 24%.
Et d'ailleurs en fait il faut savoir que ça va utiliser une batterie après l'autre et pas les deux en simultané, donc ça c'est plutôt cool. Juste là, donc ça c'est plutôt intéressant, justement ça va être tout ce qui est scope, et sur ce moniteur je trouve que c'est vraiment réussi. Donc là je suis en mode vidéo, il n'y a rien du tout. Maintenant je me mets en mode forme d'onde, donc là on peut voir que je vais avoir directement mon scope qui apparaît. C'est vraiment très précis, c'est très lisible, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va voir tout ce qui est réglage. Alors tu peux régler la luminosité de ton scope, donc tu vois la luminosité du signal ou la luminosité de l'arrière-plan. La parade, donc pareil, on va avoir nos 3 signaux qui sont séparés, donc RVB. Tout ce qui est vecteur scope, voilà, pareil, très précis, c'est vraiment très lisible, c'est assez impressionnant. Voilà pour tout ce qui est scope, pareil, je slide vers le bas. Quand je slide de gauche vers la droite, eh bien je vais avoir tout ce qui est réglage du projet, exactement comme DaVinci Resolve. Ce qui est bien, c'est que si tu as ce moniteur ou une caméra Blackmagic d'ailleurs, et que tu fais ta post-prod sur DaVinci Resolve, et ben voilà, toutes les métadonnées vont arriver sur DaVinci Resolve et ça va te permettre d'appliquer des filtres, de mieux t'organiser et tout ça. Données objectif, donc type d'objectif, imaginons que j'ai un Sigma, et bien simplement je tape S, donc là il me propose Samyang, mais j'ai un Sigma, tu vois, hop, il me propose Sigma, j'appuie comme ça et je fais mettre à jour. Tout ce qui est réglage d'iris, donc là pareil je fais tout ça, ma distance, ma longueur focale, est-ce que j'ai un filtre, réinitialiser, tout ce qui est projet, donc nom du projet, ma caméra, donc est-ce que c'est la A, la B, enfin bref je donne le nom, le réalisateur, opérateur, réinitialiser le projet, et puis après tout ce qui est clip, donc là pareil bobine, est-ce que donc sur quelle carte SD je suis, la scène, laquelle, la prise, laquelle, pareil. D'ailleurs ça va plus loin que ça, tu vas pouvoir appliquer encore plus de filtres. Donc par exemple dans scène, au lieu de mettre 1 ou 2, eh bien tu cliques dessus et tu vas arriver sur les réglages, et puis là tu vas avoir plein d'abréviations. WS, donc ça correspond à plan large. Tu vas avoir MS, plan moyen, MCU, plan rapproché, CU, c'est gros plan, BCU, c'est plan très serré, ECU, très gros plan, enfin voilà, plein de choses. Et puis même chose pour tout ce qui est prise. PU, donc ça c'est pick-up, donc tu as tourné un élément qui va permettre d'enrichir une autre scène que tu as tournée. VFX, donc ça c'est pour tout ce qui est VFX. Et puis CER, c'est série, donc ça fait référence à une situation ou à plusieurs prises qui ont été effectuées lors du même enregistrement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand tu vas tourner par exemple une scène d'action, eh bien tu vas tourner je sais pas combien de prises. Et donc après tu vas te retrouver avec je sais pas combien de fichiers. Et bien justement, quand tu as tourné la bonne prise, eh bien tu vas sur ton clip, donc dans la galerie, et puis tu coches bonne prise, juste là, tu fais bonne prise, et donc ça va se mettre dans les métadonnées, et comme ça quand tu arrives sur DaVinci Resolve, eh bien tu fais trier par bonne prise, et là tu vas avoir seulement les prises qui sont bonnes. Voilà, alors maintenant on passe très rapidement dans les menus. Donc là, entrée, on a vu tout ce qui est codec. Alors tu peux faire du DNX HR, donc tu vas avoir toutes les qualités du codec. Après tout ce qui est ProRes, donc même chose, à gauche on va avoir la meilleure qualité de ce codec là. Donc on est en HQ, ProRes HQ, ou sinon ProRes Proxy, donc on va être sur des fichiers avec une compression qui est beaucoup plus importante. Et enfin le Blackmagic Raw, donc là je peux pas le faire avec ma caméra, mais enfin pareil, tu peux vraiment gérer ta qualité de codec. Le Q0, pareil, je te conseille d'aller regarder tout ce qui est notice, parce que c'est des trucs qui sont assez complexes, je saurais pas vraiment t'expliquer. Le Q5 c'est la moins bonne qualité du Blackmagic Raw. Et le Q0 ça va être la meilleure qualité. Alors après, quelle est la différence vraiment entre les deux, je ne saurais pas te dire. Déclenchement de l'enregistrement, ça c'est plutôt intéressant. Moi je l'ai mis sur vidéo marche arrêt. Ça va permettre que quand je lance la vidéo sur ma caméra, eh bien ça lance l'enregistrement sur le moniteur. Alors bien sûr je peux aussi bloquer l'enregistrement sur la caméra, donc ça va pas enregistrer sur les cartes SD de ma caméra mais uniquement sur le moniteur. Donc ça c'est plutôt pratique, ça se fait dans les réglages de la caméra. Tu peux également appliquer la lutte au fichier. Donc ça c'est plutôt intéressant puisqu'en fait tu vas pouvoir importer des luttes, voilà c'est juste là, tu vas pouvoir importer des luttes dans le moniteur via la carte SD, ça se fait très simplement. Tu peux par exemple récupérer les luttes de DaVinci Resolve pour les mettre dedans. Moi c'est ce que j'ai fait, tu vois c'est vraiment très simple, tu appuies sur la flèche qui est juste là, gérer les luttes, importer ou exporter une lutte sur la carte ou via le disque. Audio, donc là pareil tu peux gérer tous tes canaux, donc est-ce que tu veux passer sur 2, 4, 8, 16 canaux au maximum d'ailleurs, tu l'as vu. L'entrée du timecode, donc moi je le fais sur entrée vidéo, donc quand je connecte ma caméra, voilà ça synchronise. La LED Tally, tu vois, elle s'active juste là, et là tu vas pouvoir gérer sa luminosité. Si jamais il y a besoin, tu peux également calibrer l'écran, tu vois, t'appuies juste là, tu fais ajuster, et donc là il va te demander d'ajuster les blancs et d'ajuster ton gris neutre à 18%. Bon voilà pour ce moniteur, franchement il est vraiment très sympa. Ce qui est vraiment cool, c'est que c'est vraiment un tout en un, et vraiment le seul truc qui manque,
Et bah c'est que Sony bloque hein, le Blackmagic Raw, donc ça c'est un petit peu relou. Alors après moi j'utilise pas le Blackmagic Raw, mais c'est vrai que j'aimerais bien tester, hein, voir ce que ça permet de faire. Et c'est vrai que c'est le seul truc qui est un petit peu relou. Sinon en dehors de ça, bah franchement c'est un moniteur qui est vraiment quasi parfait. Alors le dos est en plastique, à voir ce que ça va donner dans le temps. Pour l'instant ça va, alors c'est sûr que bah, ça marque hein, les rayures. Mais voilà, sinon il n'y a rien à dire de plus. Le petit bémol, c'est vrai, je te l'ai dit tout à l'heure, l'USB-C il est pas sur le côté, il est un petit peu relou puisqu'il est vraiment au centre sur le bas. Mais sinon sur le reste, franchement ça reste un moniteur qui est vraiment génial. J'aime beaucoup les menus, la prise en main. Maintenant c'est vrai que la question se pose, faut-il choisir un Atomos ou un Blackmagic Video Assist? Et bien en fait ça dépend vraiment de ton workflow, puisque c'est vrai que si tu édites sur DaVinci Resolve ou que tu as une caméra Blackmagic, bah, ça peut être quand même un gros plus. Si vraiment c'est très important pour toi tout ce qui est enregistrement en externe, donc voilà, tu as vraiment envie de faire du RAW, de pousser les possibilités d'enregistrement pour faire de la 4K 120 en RAW. Il me semble maintenant on peut faire ça sur les nouveaux Ninja 5, on peut enregistrer en 8K maintenant, 8K 60 RAW si je dis pas de bêtises. C'est vrai que les derniers, il me semble qu'ils sont vraiment balèzes. Donc voilà, si vraiment ça compte pour toi, bah voilà, il va falloir se diriger vers un Ninja 5. Mais sinon, si voilà, tu n'as pas besoin non plus de choses vraiment très spécifiques, et ben c'est vrai que je suis très fan de ce petit vidéo assist. Sur ce, si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à me le faire savoir. Un petit pouce bleu, à t'abonner pour en voir plus. Si tu as des questions, c'est dans les commentaires. N'hésite pas à partager cette vidéo et à me suivre sur Instagram. Et puis sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!